Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Joël, diffusé en direct le lundi 16 janvier 2017 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Claudio. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Joël, merci Claudio. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans la seconde partie de ce libre journal, nous intéresserons à la civilisation. Et nous parlerons plus précisément de ce concentré de civilisation qui se trouve dans un verre de vin, à propos de l'histoire d'une famille et de son vin, de la famille de l'Ursalus et du vin de Sauternes, qui représente une tradition de l'excellence. Et nous aurons à parler de l'histoire d'une famille et de son vin à travers les siècles. Et aujourd'hui, nous expliquerons comment le vin en général et le vin de Sauternes en particulier représentent, je l'ai dit à l'instant, la civilisation française dans tout ce qu'elle a de plus noble. Mais pour le moment, nous allons, dans la première partie, nous intéresser à un sujet plus grave encore, peut-être, enfin différent et dramatique. Peut-être le sujet le plus grave aujourd'hui, plus grave encore que le terrorisme, qui est l'avortement. Et la question que je pose à mes invités, c'est quelle stratégie contre l'avortement ? Ce qui présuppose évidemment qu'ils soient hostiles à l'avortement, ce que je crois avoir observé d'ailleurs de leurs déclarations et de leurs écrits. Alors je reçois pour cela deux militants de la cause anti-avortement que j'admire et que je critique à la fois. Je l'admire parce que leur combat est le plus noble, et que je critique parce que leur combat n'a pas abouti encore à une victoire très nette. Le premier est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, il est bien connu d'ailleurs des Français en général, et même des tribunaux. Il s'appelle Xavier Dehors, il est médecin, il est embryologiste, et il est président de SOS Tout Petit. Je vous remercie. Et il a été traîné devant les tribunaux à plusieurs reprises pour son hostilité à l'avortement et pour son valeureux combat contre l'avortement. Le second, qui est non moins connu des auditeurs de Radio Courtoisie, puisqu'on l'a même entendu à 16h en rediffusion, aujourd'hui même, lundi 16 janvier 2017, c'est le docteur Luc Perel, qui a dirigé l'émission. Chers auditeurs, je suis ravi de vous saluer à nouveau et de parler dans ce micro, dans cette prestigieuse émission qui est celle d'Henri de Lesquen. Mais le libre journal de Lumière de l'Espérance que vous dirigez avec le docteur Dickès est aussi une... Je ne suis que le suppléant de... Oui, mais d'accord. Enfin, vous l'avez dirigé. Écoutez. Bon, donc, la rediffusion a été tout à l'heure à 16h, donc j'espère que les auditeurs sont ravis de vous réentendre 2 heures après. Bah, sûrement. Sur un sujet aussi drôle. D'autant plus que vous avez déjà parlé, bien sûr, de la marche pour la vie du 22 janvier prochain, donc de dimanche prochain. Et il faudra en dire un mot, je suppose que vous y serez, docteur Perel. Ah non, moi je peux pas. Je suis à un baptême. Oui. Et moi j'y serai, et nous serons en queue. Et en queue, nous prions. Faut pas utiliser ce mot-là. Alors, je reçois également Stéphanie Bignon, ingénieure. Je ne dis pas ingénieuse, vous avez remarqué. Hein. Je le suis peut-être aussi. Elle est peut-être ingénieuse aussi, oui. Ah oui, absolument. Bravo. Président de Terre et Famille, et qui a écrit un superbe livre pour lequel elle m'a fait l'honneur de venir dans mon émission, qui s'appelle, un titre un peu curieux évidemment, La chasteté ou le chaos. Oui, un titre remarquable. J'ai été obligé d'ailleurs d'expliquer parce que même les auditeurs de Radio Courtoisie ne savent pas la différence entre la continence et la chasteté, qui est pourtant une différence essentielle. Bon. Une femme mariée, mère de 10 enfants, peut et doit être chaste, ça ne veut pas dire qu'elle soit continente, sinon elle n'aurait pas eu 10 enfants. Voilà. Pour dire les choses de manière un peu brutale, c'est bien ça dont il s'agit. C'est bien résumé, merci cher Henri, merci de cette invitation. Et j'en connais dans cette situation, enfin je suppose, mais qu'on est... Bon. Et puis je reçois également mon ami Nicolas Stocker,
Alors que je remercie parce que j'ai fait venir un petit peu, pour ne rien vous cacher, pour co-diriger l'émission avec moi, parce que malgré les médicaments que j'ai pris toute la journée, je n'étais pas sûr de pouvoir la diriger correctement, en raison de la bronchite qui m'accable. Et donc je me suis dit, si jamais au cours de l'émission je suis pris d'une quinte de tout telle que je suis obligé de sortir, eh bien Nicolas Stocker pourra la diriger à ma place. Alors Nicolas Stocker, lui, il est diplômé de l'Institut d'études politiques, fondateur du Rassemblement pour la France et défenseur du patrimoine, entre autres qualités. Et lui, je lui demanderais d'ailleurs d'intervenir sur l'avortement, mais sur un sujet qui n'est pas souvent abordé par les adversaires de l'avortement, alors qu'il est fondamental, à mes yeux en tout cas. Ce n'est pas le sujet moral, le sujet religieux qui est sans doute le premier, je ne le conteste pas, mais c'est le sujet démographique et national. Car je vous signale, chers amis adversaires de l'avortement comme moi, comme Joël peut-être aussi d'ailleurs. Ah bah oui. Bien. Oui. Et que l'avortement, depuis que Madame Simone Veil, de funeste mémoire, et de funeste présent d'ailleurs aussi, a fait voter cette loi, qui est la loi du 17 janvier 1975, loi du 17 janvier 1975, on fait, j'allais dire bon an, mal an, ou plutôt mauvais an, 200 000 avortements par an. Au moins. Oui. Au moins. C'est un minimum. C'est-à-dire que la loi de Madame Simone Veil, les a multipliés par 4. Pardon ? Les a multipliés par 4. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'avortement a toujours existé et existait. Il était clandestin. Oui, non, mais attendez, les chiffres des avortements clandestins sont complètement bidons, donc vous n'en savez strictement rien. C'est Soutoul qui a fait le professeur Soutoul de Tours, qui a fait un livre disant approximativement 60 000. Ça me paraît beaucoup. Bon, en tout cas... D'avortements clandestins. Là, maintenant, ça a été tout de suite 200 000. Bon, bravo. Merci, docteur. Bien, non mais l'avortement clandestin n'est pas une excuse pour le crime, les assassinats sont clandestins. C'est un prétexte. Ce n'est pas une raison d'autoriser l'assassinat, pour dire les choses brutalement. Mais bien sûr. Je voudrais, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous sensibiliser à la question de l'avortement. Si vous êtes plus sensible à la question de l'immigration, j'appelle votre attention sur un parallèle assez frappant. 200 000 avortements chaque année, 200 000 immigrations légales chaque année depuis que Sarkozy est ministre de l'Intérieur en 2002. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement. Vous voyez, 200 000 Français. Alors évidemment, tous les avortements ne sont pas faits sur des Françaises, mais c'est la majorité. Donc 200 000 petits Français en moins, 200 000 immigrants en plus. Alors, c'est bon par hasard. C'est un hasard de chiffres, une coïncidence de chiffres, mais c'est quand même consternant. Alors... L'avortement s'est répandu dans le monde depuis quelques dizaines d'années. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que ce qui paraît aujourd'hui un droit absolu imprescriptible a été considéré comme un crime ou au moins un délit jusqu'en 1975 en France. Et je dirais que nous sommes dans une situation très caractéristique de l'État cosmopolite. L'État cosmopolite, c'est ce qui s'oppose à la République. Alors je vous soupçonne, docteur Dor, d'être un petit peu royaliste sur les bords. Mais la République, c'est la Respublica, et pas seulement le régime des francs-maçons que vous n'aimez pas. La République que vous n'aimez pas, elle a quand même interdit l'avortement, et elle acceptait la peine de mort. Et donc jusqu'en 1975, il n'y avait pas d'avortement, et jusqu'en 1981, il y avait la peine de mort en France. Donc nous sommes passés d'une situation où l'avortement était illégal et la peine de mort légale, à la situation inverse, où la peine de mort est illégale et l'avortement légal. Autrement dit, aujourd'hui, on a le droit de tuer des êtres humains innocents lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère, et on n'a pas le droit de mettre à mort un criminel abominable qui a commis les pires tortures et les pires atrocités parce que la peine de mort est interdite. C'est l'inversion des valeurs que pratique notre société. Et pas seulement, car cela s'est répandu à travers le monde. Alors, devant cette situation, que faire ? Eh bien, vous agissez, vous militez, et là, je répète, j'ai devant moi Xavier Dor, président de SOS Tout Petit, et Luc Perel, président de Laissez-les vivre. Alors, non, je ne suis plus président de Laissez-les vivre. Pardonnez-moi, alors je corrige. Je ne suis plus président de Laissez-les vivre, parce que j'ai démissionné il y a 3 ans, 4 ans. Oh là là, je retarde. Je suis vice-président de SOS Tout Petit. Et moi, vous n'êtes plus rien à laisser les vivre. Plus rien du tout, non. Bon, alors attendez, excusez-moi. Donc, nous allons corriger tout de suite, et je demande pardon aux auditeurs de Radio Courtoisie pour mes mauvais renseignements.
Ils sont anciens. Je vous connais depuis toujours sur ce titre. Alors, je me rappelle un jour, vous m'aviez invité à un colloque de laisser les vivre. Oui. Vice-président de SOS Tout Petit. Voilà. Vice-président de SOS Tout Petit, membre de la CIM. J'ai beaucoup de... Je suis président de la MRV de la Mayenne. Là, c'est un peu plus... Que veut dire MRV? L'Association des médecins pour le respect de la vie. Alors, il y a un médecin. Bien. C'est moi. Une association, vous êtes tout seul. Bon. Alors, le fait est que malgré l'ardeur des militants de la défense de la vie humaine innocente, aucun résultat positif n'a été obtenu. Non seulement on n'est pas revenu sur la loi Simone Veil en France, et nulle part ailleurs on est revenu sur l'avortement. Non seulement en France on n'est pas revenu sur la loi, mais on ne cesse d'en encourager l'emploi et on ne cesse de brimer et de persécuter ceux qui luttent contre l'avortement avec une dernière loi, alors je ne crois pas qu'elle soit encore approuvée, qui vise à punir ceux qui essayent de dissuader les femmes de l'avortement. Sur Internet. Sur Internet. On ne sait pas pourquoi sur Internet ça serait différent. Mais si, c'est l'extension de la loi Neyers qui a été votée contre Xavier Dore. Qu'on devrait appeler la loi Xavier Dore, d'ailleurs. Le 27 janvier. Exactement. 27 janvier la loi 93. Neyers, c'est l'extension à la toile, si je puis dire. Alors la loi Neyers, qui était pour moi une loi de Martine Aubry, d'ailleurs. Mais non, c'est avant. Délit d'entrave à IVG. Martine Aubry, c'est 2001. Délit d'entrave à IVG. Voilà. C'était la conséquence des opérations de Xavier Dore. Alors, chers auditeurs de Radio Cantine, nous respectons la loi et nous n'allons entraver personne. Nous allons simplement dire ce que nous pensons sur l'avortement. Déjà, parler d'IVG, c'est quasiment faire de la propagande pour l'avortement, parce que le terme même d'avortement est d'ailleurs un terme trop gentil. Moi, j'appelle ça l'infanticide in utero. Alors, c'est un peu plus long. Oui. Mais c'est latin. Pardon ? C'est latin. Alors. Abortus, c'est a privatif, et orire naître, donc un privatif, n'est-ce pas? Privé de naître. Alors je vais vous dire, et ensuite vous allez pouvoir longuement exposer votre point de vue, et vous allez dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que vous ne serez pas d'accord. Ce que je pense sur la stratégie qui aujourd'hui n'a mené à rien, ni en France ni ailleurs, contre l'avortement. Ma position sur le sujet est la suivante. Premièrement, je l'ai d'ailleurs exposé sur Internet, l'enfant est constitué dès la conception, il a un génotype, il a une âme. Donc on peut parler d'un enfant, non seulement au stade embryonnaire, vous êtes embryologiste, cher. Oui, j'ai été embryologiste. Cher docteur Dore. La pitié salpêtrière pendant 25 ans, pratiquement. Mais je pense, mais c'est de la philosophie, de la métaphysique ou de la théologie, que l'on peut maintenant considérer, compte tenu justement de ce concept de la génétique, que dès que l'ovule féminin est fécondé par le spermatozoïde masculin, il y a le début de l'enfant, donc il y a un enfant avec son âme et son génotype. Ainsi, la femme enceinte est déjà mère de l'enfant qu'elle porte. L'enfant qu'elle porte dans son ventre est un être humain, ce n'est pas un amas de cellules. Nous sommes tous un amas de cellules, mais ce n'est pas seulement un amas de cellules. Bien sûr. C'est un être humain depuis la conception. Autonome et différent. Alors là, je fais une parenthèse parce que les partisans de l'avortement utilisent des cas particuliers pour mettre en difficulté les adversaires, et je distingue le point de vue moral du point de vue politique. Du point de vue moral, je pense qu'une femme qui a été violée et qui porte l'enfant du violeur, ce qui est quand même assez rare, hein, enfin ça arrive, ce sont des cas très rarissimes, mais pas inconcevables, devrait moralement avoir l'abnégation de garder l'enfant du violeur. Je dis simplement, la société ne peut pas l'obliger à le garder. C'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça une double peine. Donc je dis, moi j'accepte légalement, pas moralement, attention, je dis légalement, j'accepte que la loi autorise l'avortement lorsque l'enfant est né d'un viol. Ah ouais, jamais, alors là. Mais non, mais je sais bien. Ça, c'est un refus total. Je sais bien. Mais moi, je vous dis, distinction entre la loi... Et j'ai de bonnes raisons. Distinction entre la loi et la morale, et je vous dis, d'ailleurs, ça, c'est aussi de la stratégie. Et car on parle de stratégie, quelle stratégie contre l'avortement? Si vous dites, moi, je suis contre l'avortement, je l'interdis même aux femmes qui sont violées, vous ne faites pas le compromis politique nécessaire pour arriver à votre résultat. Il vaut mieux d'accepter l'avortement que dans ce cas-là, que de l'avoir pour que d'avoir une autorisation générale. Non, je l'accepte dans un deuxième cas, que là je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est lorsque la grossesse met la femme en danger de mort.
Parce que là, il y a un choix à faire entre la vie de la mère et la vie de l'enfant. Il n'y a pas de raison de sacrifier la mère à son enfant. Ce que vous dites, Henri de Lesquen, c'est la loi polonaise de 93. Oui, là vous êtes en train de faire le jeu des partisans de l'avortement. De faire de l'exception la règle, n'est-ce pas ? Attendez, justement, je pense que votre point de vue, stratégiquement, est très mauvais. Donc, je dis ensuite que, sauf dans ces deux cas, donc la femme violée et la mise en danger de la femme, l'avortement est un meurtre commis avec préméditation, c'est un assassinat ou un infanticide in utero. C'est un meurtre dans tous les cas. Dans tous les cas. Je propose donc, non pas la loi de 1920 et quelques, qui a dit que l'avortement était un délit, mais je dis qu'il faut revenir à la loi, au code pénal de 1810, l'avortement est tenu pour un crime et il est passible de prison. Et c'est là qu'il y a une question stratégique essentielle. Une femme qui avorte est une mère qui a décidé de tuer son enfant, et elle est la première coupable du crime. Alors que les adversaires de l'avortement sont tous en train de plaindre la femme qui avorte. Et ils sont en fait d'accord avec les partisans de l'avortement pour présenter la femme qui a envie d'avorter, qui a le désir d'avorter, qui a la tentation d'avorter comme une victime. Ça, c'est l'erreur stratégique majeure. La femme l'avortement n'est pas un viol. Certes, physiquement, ce n'est pas la femme qui avorte qui réalise l'avortement. C'est un médecin ou prétendu médecin qui ne respecte pas le serment d'Hippocrate. Mais celle qui a pris la décision, c'est la femme qui a décidé de tuer son propre enfant. C'est une mère qui commet un IVG volontaire. Hein, la victime, donc la victime, ce n'est pas la femme qui avorte, c'est l'enfant qu'elle assassine et qu'elle décide d'assassiner. Alors, il y a en plus, mais c'est un point secondaire, l'eugénisme d'extermination, parce que la loi Veil a permis d'éliminer notamment les enfants mongoliens dans le ventre de leur mère, ou les trisomies. Plus de 95%. J'ajoute, et je demanderai à Nicolas Stocker peut-être de développer ce point, c'est que l'avortement est aussi un crime contre la patrie. 200 000 morts par an au minimum. 220 000, oui. Au moins 8 millions en 40 ans. 8 millions en 40 ans. C'est au moins ça, oui. Voilà. Alors je dis que pour gagner la bataille de l'opinion, et là c'est une question de stratégie, il ne faut pas présenter la mère qui avorte comme une victime, il faut la présenter comme une coupable, et il faut dénoncer l'avortement comme un crime. Voilà ma position. Vous n'arriverez à rien tant que vous présenterez la femme qui avorte comme une victime. Réponse. Oui. Objection. Non, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est la vérité en toute chose, n'est-ce pas ? On peut pas admettre une chose et ensuite l'accepter, et la refuser sur d'autres, n'est-ce pas ? Il faut être net partout. Ce qui est intéressant, c'est la vérité. Or, je n'ai rien dit qui soit contraire à la vérité. Ce qui est luciférien, c'est précisément de se servir du mensonge. C'est le grand outil de Lucifer. Soyez plus précis. C'est un combat luciférien. Bon, je veux bien, il faut se battre sur tous les fronts, si on peut dire. Et nous pensons justement que la meilleure façon, c'est la prière et il y a deux façons de faire, la prière et la formation. Écoutez, la prière publique. Si les croisés s'étaient contentés de prier, ils n'auraient jamais pris Jérusalem. Hein. Bon, alors donc, moi, je vous aime bien. La prière, c'est très bien, mais ils priaient avant et après le combat, pas pendant. Hein. Ils priaient quand même. Alors, est-ce que vous pouvez parler près du micro ? Alors je sais bien que vous avez une voix de stentor, mais il faut parler à 2 cm du micro, docteur. Ah oui, mais j'ai peur des microbes. Je ne sais pas parler dans ce micro. Les microbes du micro. Moi, je trouve que c'est un petit peu... Alors, Stéphanie Mignon. Oui, je trouve, Henri, que vous allez peut-être, Henri de Lesquen, un petit peu vide en besogne. Avec un Y, hein. Avec un Y. La femme coupable, c'est un petit peu trop radical parce que je crois que le gros tort de nos sociétés, et c'est un petit peu ce que j'énonce dans mon livre que vous avez cité tout à l'heure, c'est ça s'appelle la chasteté ou le chaos, édition Via Romana. C'est cet hédonisme, c'est-à-dire qu'on a découplé le plaisir de la reproduction complètement. Et du coup, la vie qui peut naître d'une union entre un homme et une femme devient une gêne potentiellement, puisque le but du jeu, c'est quand même d'abord de jouir. Et je pense que attribuer la faute uniquement aux femmes est peut-être un petit peu simple. Pas uniquement, j'ai pas dit uniquement. Voilà. Je n'ai jamais dit uniquement. Si la femme est coupable, la société tout entière, et là je pense que nous portons tous un petit peu une responsabilité, c'est que nous devons d'abord voir radicalement en nous-mêmes ce qui d'une certaine façon peut amener par ricochet et amplification ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans la société auprès de personnes plus faibles, pas soutenues, mal entourées, mal conseillées, mal éduquées, voire pas éduquées du tout, et surtout influencées par le climat ambiant. Voilà. Que nous laissons proliférer. Et puis je répondre... Non, vous voulez intervenir sur ce que vous dites, oui, je voudrais quand même compléter... Docteur Luc Perel pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Compléter ce que dit Stéphanie Mignon, parce que en allant un peu plus loin, c'est-à-dire que la cause de l'avortement, c'est la contraception. Et c'est le refus de l'enfant. Et que si
n'attaque pas, on n'élimine pas la contraception qui est ancrée dans les esprits, et y compris dans les paroisses, parce que quand vous nous accusez de n'avoir pas de stratégie, c'est exactement... J'ai jamais dit ça. Je pense que c'est une stratégie qui est mauvaise. C'est exactement ce que nous disent les évêques. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, vous faites rire quand même un petit peu, quand même. Alors, les évêques et de la contraception. La contraception, c'est ça le mal, parce que ça mène... La contraception mène au divorce et à l'avortement. Exactement, d'où la chasteté. Voilà, bien sûr. Exactement. Alors le chaos est-il le divorce? Le divorce, c'est une forme de chaos conjugal. Oui. Alors, je réponds à Stéphanie Bignon sur 2 points. Premièrement, Stéphanie Bignon, je ne sais pas si vous avez lu Vacher de la Pouge, Georges Vacher de la Pouge, l'auteur de L'Arien, son rôle social, qui paraît-il un inspirateur de Hitler, et c'est lui, qui était un député socialiste, qui avait dit, mais l'avenir de la société, c'est de faire une distinction totale entre ce qui actuellement est confondu par les vers 1900, l'affectivité, à savoir l'affectivité, la volupté et la fécondité. Nous allons, dans l'avenir, séparer totalement, je répète, l'affectivité, la volupté et la fécondité. Autrement dit, la fécondité, on fera des enfants éventuellement d'ailleurs dans des machines. C'est diabolique. La volupté, c'est le plaisir sans fécondité, sans affectivité, sans amour. Sans la responsabilité. Et sans la responsabilité. Donc voilà, la dissociation socialiste des trois concepts qui sont normalement liés dans la sexualité conjugale et même la sexualité épanouie, même si elle n'est pas conjugale, qui sont l'affectivité, la volupté et la fécondité. Alors, deuxième chose, c'est que je me suis aperçu, et je prouve, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que nous avons beau être la radio toutes les droites, nous recevons des gens de gauche, Stéphanie Bignon est de gauche. Ah bon? Et elle vient de nous faire une démonstration parce que je lui ai dit ce qui me paraissait pour un homme de droite totalement évident, c'est que la personne qui prend la décision d'un acte est responsable de cet acte. Donc la femme qui avorte a pris la décision d'avorter, elle est donc responsable de son avortement. Et Stéphanie Bignon nous explique que c'est la société qui est coupable. Mais c'est du non, ça. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. J'en prends à témoin les auditeurs qui écoutaient le. Chers auditeurs, écrivez vite. Elle a dit, Stéphanie Bignon a dit, la femme, certes la femme qui avorte est coupable, mais pas vraiment parce que la société, nous sommes tous coupables avec elle derrière, etc. Non, j'ai dit qu'elle porte sa part. Vous êtes des gens de gauche parce que je dis moi qu'un homme de droite considère qu'on est responsable de ses actes. On peut avoir des circonstances atténuantes. La droite est pire que la gauche. Non mais la vraie, je vous confonds. Elle porte sa part de responsabilité. Elle porte sa part de responsabilité. Mais elle porte sa part de responsabilité. C'est pas qu'elle sa part, elle décide l'acte en question. Non, c'est ça. Le problème, c'est que sa décision, elle n'est pas responsable. Vous n'avez, écoutez, franchement, la femme qui avorte, elle le fait souvent à contre-cœur. Souvent à contre-cœur, à cause des pressions qui sont le médecin, le curé, le député, la société, les beaux-parents, le concubin qui tape dessus. Tout ça l'amène à dans une grossesse que finalement elle n'a pas souhaité, qui est la conséquence d'un acte qui n'est pas toujours volontaire, mais qui c'est comme ça parce que on y va. C'est pas un viol. Non, c'est volontaire. Combien de grossesses nous avons actuellement quand j'ai invité hier à l'émission que j'ai dirigée et qui était rediffusée tout à l'heure à 16h. Marie-Philippe, qui est la responsable du site ivg.net. Elle nous a dit des choses très intéressantes parce que elle est au contact direct de ces femmes qui sont soumises à la pression de l'avortement, qui se posent des questions, et qui essaient de s'en tirer, elles sont dans la mélasse et elles essaient de s'en sortir. Je connais ce discours, docteur Luc Perret. Moi, ce que je soutiens, c'est que en cherchant constamment des excuses aux femmes qui se font avorter, on cherche pas d'excuses. Vous les déresponsabilisez, c'est la loi. Et vous justifiez l'avortement parce que si les femmes sont conduites à l'avortement parce qu'elles sont dans une situation de détresse, alors à ce moment-là, l'avortement est acceptable. Vous êtes en plein, vous vous donnez des verbes pour vous faire fouetter. Non, c'est la loi qui lui met ça sur les épaules. Et c'est la loi qu'il faut renverser. Ça, c'est chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons une vraie divergence. Mes invités considèrent, en tout cas certains de mes invités, considèrent que la femme n'est pas responsable de son acte. Moi, je considère qu'elle est d'abord responsable. Et que tant qu'on ne dira pas que la femme qui avorte est responsable de son acte, on n'arrivera à rien contre l'avortement. Henri de Lesquen, nous avons aujourd'hui dans les cours de primaire de l'éducation sexuelle, avant même que ces enfants aient le cerveau structuré, avant même qu'ils sachent ce que c'est que l'amitié, qu'ils savent ce qu'est l'amour, on leur apprend la fonction sexuelle.
et on leur apprend qu'elles peuvent avorter. Donc, si vous voulez, nous, adultes aujourd'hui, nous avons une responsabilité énorme à ne pas trahir, à ne pas, je veux dire, révéler, à ne pas combattre d'abord ce mal-là. Parce que ces filles, ces petites filles qui reçoivent cet enseignement, comment pouvez-vous imaginer que ça n'ait pas d'impact sur leur vie d'adulte? Donc aujourd'hui, et depuis un certain temps, c'est-à-dire on peut dire depuis les années 70, nous avons une machine infernale qui est en route pour banaliser l'avortement, mais pour inciter à l'hédonisme, au plaisir, à la consommation. On se consume à force de se consommer. La chair n'est plus dirigée par l'esprit. D'ailleurs, l'esprit, c'est ringard. Donc, nous assistons aujourd'hui à un échouage de l'humanité à travers l'avortement, mais qui a été engagé bien avant et qu'il est aujourd'hui dans nos classes de primaire, par l'éducation sexuelle dans des cerveaux non formés. Il y a un conditionnement. Donc les femmes qui avortent ne sont pas responsables. Voilà. C'est pas ça. Toujours au rousseauisme. Mais c'est trop simple. C'est trop simple de nier notre responsabilité aujourd'hui. Moi je la nie, je n'ai aucune responsable. Nicolas Stocker. Non, c'est trop simple ça. Attends, la parole est à Nicolas Stocker, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Verser un élément supplémentaire dans ce débat, c'est vrai que je partage assez l'avis d'Henri de Lesquen sur ce sujet, sur la responsabilité, mais cette responsabilité, j'ajouterais la responsabilité de l'homme, de même qu'on fait un enfant à deux, on avorte à deux, même s'il y a une responsabilité civile qui est celle de la femme, je pense qu'il faut penser aussi à la responsabilité de l'homme. Car après tout, ne nous leurrons pas, l'avortement, et d'ailleurs le divorce est un peu pareil, c'est finalement plus à l'avantage des hommes que des femmes. Ça arrange beaucoup d'hommes, l'avortement, ça arrange beaucoup d'hommes. Donc au-delà de la société, parce que la société, c'est vrai que ça a un côté un peu conceptuel et qu'il faut aussi être en mesure de nommer les responsables, mais je pense qu'il faut associer souvent le géniteur à la responsabilité de l'avortement. Bien sûr, mais nous sommes dans une société de consommation. Oui. Et aujourd'hui, on consomme du sexe. Oui, absolument. Et si vous consommez du sexe et que vous dissociez complètement l'acte de la reproduction, alors l'objet devient un objet enfanté, une gêne. On est bien d'accord. Mais ils sont deux. Mais bien sûr qu'ils sont deux. Mais l'idée, l'hédonisme, la marchandisation de la société fait que ils sont deux, ce sont deux consommateurs. Oui. Voilà, ce sont deux consommateurs de plaisir. Il serait intéressant de leur rappeler leurs responsabilités. C'est là que je vais assez dans le sens d'Henri de Lesquen. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien quelque chose de criminel. Et il faut mettre les personnes devant leurs responsabilités. Et pas les laisser finalement se dire après tout, c'est la société qui m'a formaté comme ça, donc je ne suis pas totalement responsable. Si, je suis entièrement responsable de ce que je fais. Bien sûr, il faut leur apprendre. Un point précis. Ça, c'est intéressant de le dire, je pense. Ce qui est recherché in fine, parce que c'est vraiment ça, c'est la dissolution des consciences. L'avortement, c'est un acte révolutionnaire. Donc les francs-maçons, parce que ils sont là derrière. Mais on en reparlera si vous voulez. Parce que je crois. Alors là, je pourrais vous dire pas mal de choses sur la maçonnerie. Écoutez, vous êtes obsédé par la franc-maçonnerie, docteur Dor. Je vous rappelle que la République maçonnique. J'ai une certaine expérience sur la République maçonnique de Jules Ferry, elle a interdit l'avortement, je vous signale. Abominable. Elle a interdit l'avortement qui a été autorisé en 1975 par Mme Simone Veil, qui n'était pas franc-maçonne. Franche-maçonne. Elle est au. Non, elle ne l'était pas. Elle est au Bainbrit. Elle est Brit. Elle est au Bainbrit. Ça n'est pas la franc-maçonnerie. Le Bainbrit, c'est la maçonnerie juive. Ah oui. La franc-maçonnerie véritable. La maçonnerie. Je soutiens le docteur Dor. Non, pardon, mais je crois que c'est intéressant de le dire. In fine, écoutez-moi, c'est la dissolution des consciences. Parce que Lucifer ne peut rien contre Dieu. Qui peut quelque chose contre Dieu, on ne peut pas l'anéantir. Par contre, on peut toucher à sa création. Et comment toucher à sa création? Alors là, je dirais, Satan est expert, n'est-ce pas? C'est le serpent qui se montre à Ève, pas à Adam. Satan ne se trompe pas sur le gender, vous voyez ça? Le genre, voilà, sur le genre, pardon. Il se trompe pas là, comme on voudrait le faire maintenant, n'est-ce pas? Alors, il ne se trompe pas, mais il nous trompe naturellement. Il va tromper la femme. Ève, c'est la vivante. Donc, il n'y a rien de plus près du péché originel que l'avortement. Adam trouve que vous voyez, bon, ce qui est recherché, c'est la dissolution de la conscience. Pourquoi? Parce que la conscience est celle, différemment du poulpe et tout ça, qui sont magnifiques naturellement, mais nous sommes des êtres
qui avons une conscience réfléchie. Docteur Dor, vous êtes gentil, vous avez raison. Je termine, vous allez voir. Et cette conscience nous rend capable de transcendance, de rechercher la transcendance. Donc, d'aimer Dieu, de le connaître et de le servir. Voilà. Docteur Dor, attendez, je termine. Bravo, docteur. Non, donnez-moi une seconde encore. Non. Une seconde. Alors, voilà. Donc, ce qui doit disparaître, Dieu, on ne peut pas le toucher. Non, mais attendez, ce qui est touché, c'est l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et c'est cette image qui doit disparaître. Là, je crois qu'on peut m'entendre, n'est-ce pas? Non. Ce qui est recherché, c'est la dissolution. La dissolution. Parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Cette image, là, le serpent trouve. Docteur Dor, vous avez raison. Excusez-moi, vous avez raison. Je crois dire une évidence. Enfin, mais autant dire tout est dans tout et réciproquement. Vous élargissez tellement le sujet que moi, ma question elle est politique. Quelle stratégie contre l'avortement? C'est de la politique. Non, mais je veux dire, et là, vous êtes dans la religion et dans la métaphysique. Vous perdez complètement le sens du politique. C'est pour ça que vous n'arrivez à rien. Parce que la charité politique, la plus grande. En politique, il faut dire quel est mon ennemi. Si vous dites mon ennemi c'est Satan, tout le monde dira très bien. Mais comment s'appelle Satan? Mais Satan, dites il mon est ennemi, aussi bien à gauche qu'à droite. Mais dites mon ennemi c'est Simone Veil. Ne dites pas c'est Satan. Vous comprenez? Non. Vous pouvez dire Simone Veil égale Satan. Non, mais là, diabolisant Simone Veil alors. Là, votre vue est très courte, excusez-moi. Mais derrière tout ça. C'est la politique, c'est court la politique. Mais la politique, c'est concret. La politique n'est pas. Enfin, la politique c'est le bien commun, mais il y a le bien naturel et le bien surnaturel. Non, écoutez, je vous parle de politique. Le grand problème de la révolution, Dieu est évacué de la société. Je suis ravi. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. On ne peut pas évacuer Dieu de la politique. Alors, car c'est ça, c'est le laïcisme. C'est le laïcisme. Je rejoins tout à fait le docteur Dor. Et quand vous dites c'est de la politique, le problème. Non. Il mélange tout. Non, c'est la République qui mélange tout. C'est qu'elle n'a pas à légiférer sur la vie. Et voilà, exactement. C'est tout. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre le pouvoir. C'est pas nous qui le faisons. Le problème, c'est de prendre le pouvoir. Comment le prenons-nous? Ça n'est pas un problème nous allons le prendre politique. par l'islam. Aujourd'hui, la loi, on lui demande d'attester de la loi naturelle et révélée. On lui demande pas de revoir la loi naturelle et révélée. Attendez. On ne tue pas. Mais qu'est-ce Attendez. Voilà. On ne tue pas. Point si. On tue notamment. D'ailleurs, dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus dit celui qui a outragé son père ou sa mère, il faut le mettre à mort selon la loi. Bon. Oui. Alors donc, on ne tue pas si. La religion chrétienne n'a jamais exclu la peine de mort. On ne tue pas un innocent. On ne tue pas. Voilà. Et on ne tue pas un innocent, a fortiori. Écoutez, oh, c'est pénible. C'est le sujet qui veut ça. Non, mais écoutez, le tu ne tueras point signifie tu ne commettras pas de meurtre. Et effectivement, ça interdit l'avortement. Ça n'interdit pas la peine de mort. Ça, au contraire, ça justifie la peine de mort lorsque quelqu'un viole le tu ne tueras point. Et c'est pour ça que je vous cite saint Matthieu. Alors, je ne sais plus le chapitre ni le verset, mais dans saint Matthieu, Jésus dit... tu rappelles le 4e commandement de Dieu, tu honoreras ton père et ta mère, et dit celui qui a outragé son père et sa mère doit être mis à mort. Voilà. Et donc c'est l'application de la peine de mort au cas du parricide. On ne tue pas un innocent. Oui, c'est la loi juive, ça. C'est pas la loi. Non, mais on ne tue pas un innocent. C'est le Nouveau Testament. Là. Je vous parle de Christ. Ils sont très enjolivés, vous savez. On ne tue pas un innocent. Ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est bien définir la laïcité. C'est un assassinat. Quand on tue un innocent, c'est un assassinat. Voilà. Non, mais je voudrais revenir à la question qu'avait soulevée Nicolas Stocker. Parce qu'il a parlé du rôle du père du géniteur, tout du moins. Je ne sais pas s'il est réellement père, à beaucoup de titres. Ah si, il est père. Il a parfaitement raison. Mais ce qu'il faut savoir, moi je reviens sur la façon dont était traité l'avortement sous l'Ancien Régime, comme nous l'a appris Jean de Végry. Les juristes à partir d'Henri II, etc., cherchent qu'une chose, préserver le fruit. Préserver le fruit, pourquoi? C'est pour pouvoir lui accorder, le baptiser et lui donner la vie éternelle éventuellement. Et préserver le fruit, ça entraînait que les condamnations étaient beaucoup plus lourdes pour l'avorteur que pour la femme. C'est l'avorteur qui a été poursuivi, dont le meilleur exemple, par exemple, je vais vous dire, c'est la voisin, par exemple. Bon, voilà. Et ça, ces gens-là étaient poursuivis et condamnés à mort. Pour préserver le fruit qui doit aller au ciel. C'est le but de tout être humain, c'est le but de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, et l'être humain, il commence, tout le monde le sait, sauf évidemment les scientifiques anglais et autres, Friedman et compagnie, c'est dès le début.
Alors, et le zygote, attendez, moi, est un être humain. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure. Je tiens un langage de vérité. Et donc, avant que vous lisiez les messages, je vais apporter une précision. Alors, je crois, et je pense que le docteur Perel est d'accord avec moi, qu'en effet, il y a un être humain innocent dès la conception, dès le moment fatidique où le spermatozoïde rencontre l'ovule. Tout à fait. Je rappelle simplement, parce que je suis honnête, que ça n'a pas été une doctrine constante, ce n'est toujours pas une doctrine constante des théologiens catholiques. Saint Thomas... Laissez-moi... Saint Thomas d'Aquin, le nom, c'est vrai. Laissez-moi expliquer. Saint Thomas d'Aquin et d'autres théologiens aussi éminents considéraient qu'il n'y avait... comment dit-on, animation, c'est-à-dire entrée de l'âme dans le corps, au bout de quelques jours, le temps que soit passé le stade où l'embryon peut se diviser en deux lorsqu'il y a gémellité. Lorsqu'il y a des jumeaux. Non, 40 jours, pardon. 40 jours pour le petit garçon, 80 pour la petite fille. Parce que c'était un problème aristotélicien, c'est-à-dire que si, en effet, au départ, il y a un œuf unique, un embryon unique, et puis lorsqu'il y a des jumeaux, des vrais jumeaux, bien entendu, je parle de vrais jumeaux, eh bien, cet embryon va se diviser en deux. Alors, si on dit que l'âme est infusée par Dieu dès la conception, à ce moment-là, il y a un problème théologique de savoir si cette âme passe dans un des deux embryons subdivisé ou dans l'autre, si Dieu crée une deuxième âme à ce moment-là. Donc, pour régler le problème théologique, saint Thomas d'Aquin considérait qu'il n'y avait pas animation, donc que au départ, ce n'était pas encore un être humain doté d'une âme. Je récuse pour ma part ce point de vue, mais c'est quand même le point de vue d'un éminent théologien du XIIIe siècle. Mais pas les Pères d'Orient. Hein. Les Pères d'Orient n'ont jamais admis ça. Mais cela dit, bien que ces éminents théologiens catholiques estimassent qu'il n'y avait pas animation, c'est-à-dire être humain pendant quelque temps, au début de la grossesse, pour autant, ils n'ont jamais considéré, évidemment, que l'avortement fut licite. Ça n'était pas la mise à mort d'un être humain innocent dans leur esprit, c'était quand même un acte grave qui portait atteinte à la vie et qui devait donc être condamné, qui était un péché grave. Mais ça n'était pas l'assassinat que, pour ma part, je diagnostique, en tout cas, je définis. Je tenais à faire cette précision pour être parfaitement honnête avec les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, je pourrais ajouter, si vous le permettez, sur saint Thomas d'Aquin, pourquoi a-t-il raisonné de façon erronée? C'est qu'il pensait... À notre humble avis. Hein. Oui, non, mais parce que maintenant tout le monde est tout à fait d'accord pour dire que l'âme existe dès le début. La vie commence dès la fécondation. La vie, oui, mais l'âme... Et la vie et l'âme. Et si ça ne donne pas... Les chromosomes sont là. Mais oui, le génotype est là. Et qu'est-ce qui fait... Quelle est la définition de l'être humain? C'est les chromosomes. Alors, évidemment, saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas les chromosomes. Mais il pensait... La génétique. Il pensait qu'il fallait qu'il y ait un organe pour recevoir l'âme. Il fallait qu'il y ait un organe. Et donc... que le cerveau soit développé. Il ne mettait pas dans ça le cœur qui bat plus vite, qui est plus tôt. Il pensait que c'était le cerveau. C'est la raison, je pense, Xavier, que vous ne connaissez pas, mais je crois que c'est la raison qu'il avance et pour laquelle il a pris cette solution qui est fausse. On est d'accord. Je crois de façon plus précise. Nous sommes d'accord, je ne sais pas si tu l'embryologie se termine il faut 8 semaines dans l'espèce humaine, n'est-ce pas? Il faut combien ça fait il faut 7,56. Ça fait à peu près, voilà. Il faut 7,56. Voilà. Donc, il disait 40 jours. Ça s'appelle la table de multiplication. On ne peut pas. Nous avons des banderoles c'est évidemment un être humain à 8 semaines. Ça, c'est certain. L'embryologie l'embryon se termine à 8 semaines et le fœtus à partir de 8 semaines. Pour moi, l'embryon est déjà un être humain. Moi, je soutiens pour ma part, le docteur Perel est d'accord avec moi, que bien sûr. Attendez, alors... l'embryon, c'est 8 semaines. Bien, alors sur ce sujet... lisons peut-être les questions des auditeurs de Radio Courtoisie. Oui. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen. Assisté de Joël. Qui reçoit Stéphanie Bignon, ingénieure, présidente de Terre et Famille. Monsieur Xavier Dor, médecin embryologiste, président de SOS Tout Petit. Luc Perel, vice-président de SOS Tout Petit. Et médecin.
et Nicolas Stocker. Stocker. Ah, je n'y arriverai jamais. On n'y arrivera pas. Non, excusez-moi, je suis désolée, je vais dire Nicolas, parce que Nicolas Stocker, diplômé de l'IEP, fondateur du Rassemblement pour la France, défenseur du patrimoine, sur le thème « Quelle stratégie contre l'avortement ?» Nous ne sommes pas franchement d'accord entre nous. Non. Alors, une auditrice de Radio Courtoisie. Monsieur de Lesquen, êtes-vous en mesure de connaître la misère et la détresse des femmes? Une auditrice. La discussion est difficile à suivre. Un auditeur de Radio Courtoisie. Que pensez-vous de l'association Droit de naître? Une auditrice. La libération des mœurs de 1968 n'a-t-elle pas favorisé l'avortement? Ne faudrait-il pas revenir au collège séparé filles-garçons? Un auditeur de Radio Courtoisie. Combien de femmes utilisent des moyens contraceptifs? Un auditeur. Une prétendue loi qui va contre la morale n'a pas de valeur. Ce n'est pas une loi. Une auditrice. Monsieur Poutine a fait beaucoup diminuer l'avortement en donnant des allocations familiales importantes. Oui, ça c'est tout ça, évidemment. Une auditrice. Il n'y a que les Européennes qui avortent. Un auditeur. Madame Veil ayant passé les derniers mois de la guerre. Madame Veil ayant passé les derniers mois de la guerre en camp de concentration devrait être pour la vie. Une auditrice. Il vaut mieux une aide à la future maman par l'État, une politique de natalité. Chaque femme a droit de prendre ses décisions en fonction des offres qu'elle peut espérer avoir concrètement. Voir la politique de la Russie qui a relevé son taux de natalité de façon très efficace. Un auditeur. Je rappelle que dans le mot viol, il y a violence et que les femmes violées ont été prises avec violence. Connaissez-vous les conséquences psychiques suite à un viol? C'est la misère. Pour les violeurs, c'est la peine de mort. Une auditrice. D'accord entièrement avec Monsieur de Lesquen sur ses propos concernant l'avortement. Une auditrice. La façon à l'emporte-pièce dont Monsieur de Lesquen traite cette question douloureuse est sans nuance et cruelle. On peut être opposé à l'avortement et avoir de la compassion pour tous ceux qui vivent ce drame. Oui, parfaitement. Oui. J'ai de la compassion pour l'enfant qui est tué dans le ventre de sa mère, en premier lieu. C'est la première victime. Bien sûr, bien sûr. L'avortement est une question... Elle n'est pas, c'est une victime qui n'est pas là pour se plaindre, mais à laquelle il faut penser, justement parce qu'elle est silencieuse. L'avortement est une question de conscience personnelle, car enfanter est un enjeu qui ne peut se décider dans la dignité sans la liberté de l'homme. La République n'a pas à imposer aux citoyens les préjugés religieux de certains. Les fatwas catholiques n'ont pas plus de valeur morale que les autres. Un auditeur, une auditrice, parlez-nous des futurs pères qui abandonnent leur compagne à l'annonce de la grossesse. Un auditeur, l'intransigeance des pro-vie qui condamnent l'IVG même en cas de viol ou de gros problèmes médicaux dessert leur cause. Évidemment. Il faut prendre exemple sur la Pologne qui a réussi légalement à diviser ce fléau au moins par 10. Évidemment. Un auditeur, il faudrait déjà dérembourser l'avortement car ce n'est pas une maladie et mieux rembourser que les dents. Déjà, beaucoup de monde serait d'accord sur cette première étape. Politique de mort. Hein. Un auditeur, 1000 bravos, docteur d'or, on n'a pas le droit de couper la politique de Dieu. Alors, couper, je pense c'est le problème de la laïcité, j'aimerais qu'on y revienne. C'est le grand problème. Non, la laïcité. Ce n'est pas le sujet. C'est en plein le sujet. Non, ce n'est pas le sujet. Ah si, c'est en plein le sujet. Non, justement, c'est à cause de... Non. Vous me donnerez la parole une seconde pour que je... J'ai peur que vous parliez d'un sujet que je puisse le dire, oui. Et moi, je suis d'accord avec vous, les docteur. couples qui adoptent la PMA n'avorteront pas. Alors, je voudrais d'abord que nous parlions... Cette question redite, les couples qui... La PMA, c'est-à-dire Qui
adoptent la PMA n'avorteront pas. L'insémination Ça, artificielle. c'est pas sûr. Ça, c'est pas C'est pas sûr, parce que la PMA est la conséquence de l'avortement. La PMA est déjà un avortement aussi. Alors ça, c'est pas du tout la même chose. Parce que si le gamin n'est pas conforme, je vais vous dire, ils vont pas le garder. Ah oui, c'est ça. Mais, La PMA, c'est une suite d'avortements. Alors, je voudrais répondre à cet auditeur qui nous dit l'avortement est une question de conscience personnelle et qui parle des fatwas catholiques. Cher auditeur de Radio Courtoisie, la loi Simone Veil date du 17 janvier 1975. 17 janvier, oui. 17 janvier 1975. Avant 1975, la France a toujours interdit l'avortement, considéré longtemps comme un crime et ensuite seulement comme un délit. Ça a toujours été interdit. Et que je sache, ça a été interdit par la République maçonnique de Jules Ferry. Oui, mais ça n'était pas puni. La loi n'était pas appliquée depuis 20 ans. Attendez. Pratiquement depuis la guerre. Depuis la guerre de 1945, là je vous parle, la République n'a jamais été autant maçonnique qu'à l'époque de Jules Ferry et des autres Jules, entre 1870 et 1914. Eh bien à cette époque-là, l'avortement était interdit et l'interdiction de l'avortement était appliquée, notamment pour des questions démographiques sur lesquelles nous reviendrons avec Nicolas Stocker. Donc dire que c'est une fatwa catholique est absurde. Dire que la conscience personnelle doit autoriser l'avortement, c'est autant dire que la conscience personnelle doit autoriser l'assassinat. Moi si je n'aime pas ma femme, j'ai le droit de l'assassiner parce que... Bien entendu. Question de conscience personnelle. Et puis réciproquement, si ma femme ne m'aime pas, elle a le droit de m'empoisonner. Oui. Parce que conscience personnelle. C'est absurde comme raisonnement. Ou bien on considère que l'enfant n'est pas un enfant, enfin que l'être, que la chose qui est dans le ventre, que la masse cellule qui est dans le ventre de la femme n'est pas un être humain. À ce moment-là, effectivement, elle s'en débarrasse comme d'un calcul biliaire. C'est ce que dit le planning familial. Qui devrait s'appeler d'ailleurs Laissez-nous les tuer. Je propose de changer son nom. Oui, c'est connu, c'est son nom générique. Ou bien on considère que c'est déjà un enfant, ou au moins que c'est un début d'enfance. Si je cherche un compromis, que si ça n'est pas encore un enfant, c'est déjà... D'ailleurs, quand on voit au bout de quelques semaines ce que c'est, on voit déjà l'enfant futur qui a des formes. Mais même si ces formes ne sont pas encore constituées dès la conception, c'est déjà un enfant avec son génotype, comme le disait d'ailleurs fort bien le docteur Perel. Et donc, il doit être protégé, comme tout être humain innocent doit être protégé dans une société civilisée. Voilà ce que je dis. Donc, ce n'est pas une question de conscience personnelle, c'est une question... La loi doit interdire de mettre à mort un être humain innocent. Je vous remercie, Henri, de relever ce message. Il n'y a pas de fatwa catholique. L'Église catholique préserve, protège la vie. Elle est pleine de sagesse et elle l'a été et elle l'est encore. Donc, j'invite cet auditeur à revoir son vocabulaire. Sérieusement. Vérité et amour, c'est ce qui caractérise le catholicisme. Nicolas Stocker. Oui. Sur la démographie, je crois. Non, d'abord sur les questions des auditeurs. Il y a plusieurs questions en tout cas qui vont dans ce sens-là. Ah oui, tout à fait d'accord avec cet auditeur qui dit que Vladimir Poutine a inversé la tendance en Russie, qui d'ailleurs était tout particulièrement difficile, je crois, sur ce sujet. Oui. Puis-je dire, Dr. Perel. Et il faut bien remarquer qu'il l'a fait sans modifier la loi. Parce que la loi, l'URSS est le premier pays... 1920. 22, je crois. 1920, non. Alexandra Kollontai. Avoir autorisé, légalisé l'avortement. 1920. Premier pays au monde. 1920, je crois que c'était 22. Et Poutine n'a pas modifié la loi. Il a fait une politique familiale. Ce qu'ont fait également les Polonais. Ce que font, et ce que ne font pas les Américains. Vous voyez ? Et alors, c'est là... Et que fera peut-être demain l'Amérique de Donald Trump. C'est là où on va voir. Parce que finalement, le problème... L'avortement est un crime, on est d'accord. L'avortement est un grand malheur pour la femme. Nous sommes d'accord. Mais l'État est parfaitement responsable parce qu'il fait une politique antifamiliale. Croyez-moi, si les femmes avortent, ça n'est jamais... parce qu'elles en sont contentes, c'est parce qu'elles y sont. Ce n'est pas vrai. Elles en sont contraintes. Ce n'est pas vrai. Mais voilà, c'est l'erreur stratégique. Non. Quelle stratégie ? Vous présentez la femme qui avorte toujours comme une victime. Non. Elle est souvent. Non, mais présentez-la comme elle est. D'abord, contrairement à ce que vous dites, il y a beaucoup d'avortements de confort. Contrairement à ce que vous dites, il y a des femmes bobos qui se font avorter comme elles se feraient arracher une dent. Bien sûr, c'est pas. Eh bien, celles-là, elles n'ont aucune circonstance atténuante. Il y a beaucoup de femmes qui se font avorter parmi les 200 000 avortements chaque année qui n'ont aucune circonstance atténuante. Il y a beaucoup de femmes malheureuses qui, d'abord, évidemment, n'ont pas conscience du crime qu'elles commettent, mais qui commettent quand même un crime. Sans le... un crime dont elles n'ont pas conscience. Je pense. Un crime dont elles n'ont pas conscience. Et je réponds à cette auditrice qui me dit que je formule à l'emporte-pièce. J'appelle un chat et un crime un crime. C'est tout, c'est ça l'emporte-pièce, c'est dire la vérité. Je dis, l'enfant
à naître est déjà un enfant depuis la conception. C'est un enfant. Oui, donc l'avortement est un infanticide commis in utero. Ce n'est pas parce que l'enfant est caché dans le ventre de sa mère, qu'il est à l'abri dans le ventre de sa mère, qu'il faut le tuer. Oui. Qu'il faut le tuer. J'ajoute, mais là je parle sous le contrôle des médecins qui sont ici. Moi je me demande, je n'ai jamais étudié la question, si que lorsque l'avortement est un peu tardif, l'enfant qui a déjà un début de système nerveux ne souffre pas au moment de l'avortement. Bien entendu que si. Il souffre. Vous vous rendez compte? Alors on s'intéresse à la souffrance animale, mais pas à la souffrance de l'enfant qui se fait tuer dans le ventre. C'est monstrueux, mais c'est monstrueux. Bien entendu, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais le problème, c'est que nous avons affaire à un mal qui est soutenu par une politique. Alors là, les loges maçonniques, vous avez peur peut-être. Oui, non. Alors, attendez, je voudrais intervenir sur ce point. Mais pourquoi on ne peut pas parler des formations? Mais on peut en parler, ça ne me gêne pas. Ce que je dis, c'est que c'est réducteur et assez... je ne veux pas être désagréable, mais c'est trop réducteur. Il y a 3 coteries majeures en France, et sur l'avortement, ce ne sont pas les formations qui sont en ligne. Les 3 coteries majeures. C'est la coterie juive, le CRIF, la coterie maçonnique, le Grand Orient de France, et la coterie homosexuelle, le mouvement LGBT. Je peux vous dire que sur l'avortement, la coterie homosexuelle me paraît plus importante et plus dangereuse que la coterie maçonnique. Je me dis, voilà. Donc, en étant obsédé par la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie n'a jamais été aussi puissante que sous la Troisième République, entre 1870 et 1914, et à cette époque-là, l'avortement était interdit et réprimé. La maçonnerie, c'est la pour des raisons Révolution notamment française. démographiques. Donc votre analyse stratégique tombe à plat parce que vous combattez l'adversaire. Je ne pense pas, parce que l'objectif des loges n'était pas l'avortement. La Révolution, comment dire? Non, mais en tout cas, sur le LGBT, il faut quand même donner... Non, moi, je donne totalement raison, Henri de Lesquen. Et vous avez un exemple. Au Parlement européen, 157 députés européens ont signé la charte LGBT, ce qui est énorme. Donc c'est un groupe de pression extrêmement puissant au niveau européen. Et c'est aujourd'hui de loin le... On peut même se demander si la démission de 2 mois 16 n'est pas la conséquence, le blocage de la Banque du Vatican n'est pas la conséquence de ce lobby. Alors ça, moi d'ailleurs, sur ce groupe de pression. Ou de ce groupe de pression. Sur ce sujet... S'il vous plaît, docteur. Ah ben j'ai pas de sous. Alors je vous prête une pièce de monnaie et vous me la rembourserez. Ah bah sûrement. Voilà. Bon, pendant que vous faites vos calculs sur ce sujet, je voudrais rappeler le concile d'Éphèse en 431 a déclaré à l'instant même où il fut conçu, le Christ était vraiment homme et vraiment Dieu. Parfaitement. Tirons-en les conclusions. Le Christ, oui, mais effectivement, on peut en tirer une conséquence théologique. À ce propos-là, j'ai une histoire à raconter qui, à mon avis, est assez intéressante. J'ai rencontré Axel Kahn. Axel Kahn, vous le connaissez, il est au comité d'éthique. Et je l'ai rencontré... Le comité de contre-éthique, devrait-on dire. De contre-éthique, naturellement. Et alors, lui, il pense que comment dire, l'enfant, enfin, l'embryon, le fœtus, et ça, ne sont pas ce sont des personnes potentielles. Si c'était des personnes, d'après lui, il y aurait donc une protection juridique. Donc il est pratique de dire personne potentielle, il n'est pas encore vraiment une personne, donc on peut le tuer, il n'y a pas de problème. Alors je lui avais dit, mais alors prenons le cas justement de l'Annonciation. Eh bien, le Christ, comment dire, a été immédiatement, n'est-ce pas, dès l'instant même du oui de la Sainte Vierge, eh bien, il était déjà Dieu unicellulaire, en quelque sorte, n'est-ce pas? Et vous savez qu'il y a 72 kilomètres entre Nazareth, je le tiens du Père Labaki, entre Nazareth et Anne-Karim, qui se trouve à l'ouest de Jérusalem, où se trouvait sa cousine Élisabeth. Et donc, lorsqu'elle est partie à la hâte, ça c'est dans l'Évangile. Donc, quand le Christ est arrivé à Anne-Karim, eh bien, il avait une morula, enfin, une petite mûre, quelques cellules. On prend 2-3 jours. Et alors, il me dit ceci, vous allez voir, ceci d'extraordinaire. Et alors, c'est ça. Et il me dit, mais c'était un Dieu potentiel. Et ça, il est contredit par Saint Jean-Baptiste. Axel Kahn n'est pas catholique, c'est un Jean-Baptiste. chrétien. Enfin, il a été élevé chez les catholiques, je crois. Non, mais avouez que il pousse fort le Dieu potentiel. Il est tellement orienté dans son. Alors, je voudrais répondre à deux questions. C'est assez amusant. Deux questions d'auditeurs de Radio Courtoisie. Et merci pour cette remarque théologique, docteur Xavier Dor. La première, c'est à propos de l'association Droit de naître. Alors, c'est une excellente association qui est l'émanation du mouvement Tradition Famille Propriété, mouvement catholique d'origine brésilienne, qui est très actif
critiqué par certains, mais pas par moi, et qui fait du bon travail, à mon avis, sur les bonnes choses religieuses et catholiques. Ils font d'excellentes publicités. Voilà, je trouve aussi. Voilà, donc je trouve... Bon, c'est un créneau que nous ne faisons pas, mais... Alors, ensuite, alors une question qui élargit un peu le sujet, mais avec le docteur Dor, nous avons l'habitude, mais là c'est une question d'auditeur. La mixité. Moi, je suis persuadé que la mixité au lycée est une catastrophe. Alors, il faudrait laisser... Moi, je suis pour la liberté d'enseignement. Donc, dans les écoles privées, chacun devrait faire ce qu'il veut. Mais pour l'enseignement public, il devrait y avoir, comme autrefois... l'école des filles, le lycée des garçons, le lycée des filles. D'ailleurs, Stéphanie Bignot serait d'accord. Pour des raisons pédagogiques, déjà, oui. Le développement. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. À côté de Radio Courtoisie, nous avons 2 lycées, le lycée La Fontaine et le lycée Claude Bernard. Et un jour, bêtement, je me suis dit, pourquoi y a-t-il 2 lycées ? Mais c'est tout ça, parce qu'il y avait le lycée de filles et le lycée de garçons. Et aujourd'hui, on a tout mélangé. Alors évidemment, écoutez, il faut ignorer, personne n'ignore ce que c'est qu'un garçon quand il a 15 ou 16 ans. Bon, il est un peu perturbé par sa puberté et sa sexualité. Non, je vois que Nicolas Stocker se rappelle ses 16 ans. Non, mais c'est surtout que là, c'est en défaveur des garçons, la mixité, clairement, on le voit scolairement. Mais parce que le garçon, au lieu de travailler, il voit des filles partout, et c'est comme ça que... C'est le supplice de Tantale. Enfin, pas tellement de Tantale, semble-t-il, d'après ce que j'entends dire. Donc, autrement dit, c'est une catastrophe éducative, et c'est une catastrophe morale. Donc on apprend du coup, on fait des cours d'éducation sexuelle qui sont en fait des cours de pratique sexuelle au lycée, et on aboutit à une décadence morale totale. Qu'en pense Stéphanie Bignon justement de cette mixité? C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai commencé par là pour dire que nous avions une part de responsabilité. Nous sommes tout à fait d'accord. Exactement. Tout complètement. Et je voulais parler aussi du féminisme qui est une catastrophe. Et je voulais citer le planning familial qui nous parle de, je cite, le droit fondamental, le droit des femmes à vivre leur sexualité sans procréer, à être enceinte ou pas, à poursuivre ou non une grossesse, à avoir ou non un enfant est la condition première de leur égalité avec les hommes. Autrement dit, le féminisme veut faire des femmes un homme comme les autres, veut détruire la féminité. Pour en faire quoi ? Pour aller dans quel sens ? Parce que ces idiotes utiles favorisent quoi ? La société de consommation, le libéralisme à outrance, transformer la féminité, la faire disparaître, cette vertu que nous avons de donner la vie, cette gratuité, en faire une valeur marchande. Parce que c'est ça. Après PMA, GPA, avortement, il y a une mafia derrière tout ça. Une mafia. Il faut quand même dire qu'il y a... Le magasin des enfants, c'est un titre, je crois que c'est Tétard qui a écrit un livre comme ça. C'est le but qui est en plus... mercantile. Exactement. Oui. Et je pense même que c'est un but de destruction qui se sert de l'aspect mercantile pour aller dans le sens de l'autre. Et c'est là où je rejoins complètement le docteur Dor, c'est que c'est diabolique. Et j'irai un petit peu plus loin, c'est que la virilité, elle est montrée comme étant cette capacité aujourd'hui à pratiquer le sexe à outrance. Est-ce que ce serait pas la maîtrise de soi qu'il faudrait vanter également ? Voyez-vous ? La maîtrise de soi. L'autre sujet, c'est quelle stratégie contre l'avortement ? C'est ce que je propose. Attendez, c'est très bien de dire que propose une stratégie, précisément. Le premier principe de la stratégie politique, c'est de désigner l'ennemi. La politique, c'est la désignation de l'ennemi. Ah oui, bah ça, alors, dire que l'ennemi, c'est Satan, c'est très bien, mais c'est un peu général. Je viens de parler du féminisme, du planning familial. Mais des mafias qui sont derrière, mafias d'argent, ils font de l'argent. C'est général, vous ne donnez pas des noms. C'est un mot. Vous ne donnez pas des noms. Lorsque le Parti socialiste voudrais pas faire fermer Radio Courtoisie. C'est un mot anglais, vous oubliez le droit surnaturel, c'est curieux. Non, attendez. En politique, on désigne des noms. Lorsqu'on combat en politique, alors, vous pouvez dire Madame Simone Veil, voilà mon ennemi. Ça, c'est de la politique. C'est de la politique. Ça, c'est de la politique. Mais dire Satan, c'est mon ennemi, ce n'est pas de la politique. Eh bien, je vais vous dire. C'est le problème de. Laissez-moi dire un mot sur la laïcité. Non, parce que c'était. Ah, si, mais disons que Satan est bien représenté. Pour parler de laïcité. C'est pour ça que vous n'arrivez à rien, c'est parce que vous sortez du sujet. Non, nous sommes en plein. Et c'est ce qui nous sépare, je dirais. Votre conception de la laïcité n'est pas du tout la mienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? Je peux parler de la laïcité. La laïcité, mais c'est très intéressant. La laïcité, qu'est-ce que c'est ? Alors, nous parlons de l'avortement. Non, mais donnez-moi 2 secondes, parce que c'est la source même. C'est la source même de l'avortement. Vous pouvez m'écouter 2 secondes. C'est faux. Pour le sujet. Oui, mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Allez-y. Alors, qu'est-ce que c'est que le laïcisme ? Eh bien, il faut suivre Clémenceau. Quand Clémenceau disait, il suivait d'ailleurs l'évangile, la parole de Christ, rendez à César ce qui est à César, et tout est à César. Alors ça, c'est le laïcisme. C'est-à-dire que l'État se fait Dieu,
les hommes-là, l'État se fait Dieu, c'est Satan lui-même, naturellement, et c'est lui qui décide du bien, du mal, du vrai, du faux, on ne tue pas, etc. Voilà. Ça, c'est donc le laïcisme. C'est notre plaie, c'est notre vice. Nous parlons de l'avortement. Voilà, mais eh bien justement, à ce moment-là, la République permet de tuer, précisément. Puisque c'est elle qui va décider à la place de Dieu. L'État se fait Dieu. Monsieur, écoutez-moi, l'État se fait Dieu. Eh ben, nous sommes exactement dans le problème de l'avortement. La laïcité. Exactement. Alors maintenant, la vraie laïcité. Maintenant, je vais vous dire la vraie laïcité. C'est pas moi qui dis, c'est le père Asman qui dit ça, ancien recteur de la basilique. Vous allez voir, très intéressant. Quelle basilique? Non, écoutez, nous allons parler mais non, donnez-moi une seconde. Monsieur, écoutez, je suis venu. Parler d'avortement. Donnez-moi quand même. Mais je parle c'est précisément l'avortement. Là, oui, excusez-moi, vous manquez là de hauteur. Alors, la laïcité, la vraie laïcité, celle définie par Pie XII, excellente. Bon, et là je cite donc le père Asman. Alors, il dit ceci. Il commence de la même façon, et ça, il a raison, n'est-ce pas? La politique est à César. C'est ce que Dieu a dit lui-même. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, phrase de Monseigneur Asman. La politique est à César, de même que la médecine est au médecin, la forge au forgeron, on n'a rien à dire. Donc on prend ce premier membre, c'est laïcité donc saine, attention, mais j'ajoute, mais tout est à Dieu, même César, même la politique. Et ça, c'est ça exactement ce qui vous manque, cher monsieur Lescun. Vous oubliez que la politique, n'est-ce pas? La politique. C'est tout à fait le sujet. Je rejoins complètement le docteur Dor. Ce qui nous sépare. Je répète, la laïcité, la saine laïcité, n'est-ce pas? Alors, rendez à César qui était César, tout est à Dieu. Je ne suis pas là pour parler de la théocratie contre la laïcité. On ne doit pas séparer. On ne doit pas séparer Dieu et la politique, mais on doit les distinguer. Et donc, la grande faute, c'est 1905. Si c'est pas maçonnique, je veux bien me pendre. Enfin, ce que je veux dire. 1905, c'est. Nous parlons de l'avortement. Mais c'est l'origine. Je vous donne la source. Mais vous ne voulez pas m'entendre. Dieu est exclu. Dieu est exclu de la cité. C'est aussi vrai que ça. Mais ça, vous ne voulez pas l'entendre. Mais si, la légalisation. Dieu est exclu de la cité. La légalisation. On peut tuer nos enfants. Et la banalisation. Et aujourd'hui, qui nous rend tous complices parce que le fait que ce soit remboursé fait que vos impôts financent ce crime. Oui, et ça, c'est une perversité absolue qui n'est possible que dans ce régime qui se prend pour Dieu. Absolument. Le régime se prend pour Dieu. C'est exactement ça. Ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que le régime que nous subissons aujourd'hui a basculé. On peut prendre une date symbolique qui n'a pas de rapport avec l'avortement. Il a basculé en fait le 1er juillet 1960. Bien avant. 1960. Bien avant. Mais le siècle de lumière. Je n'ai même pas fini ma phrase. Je vous dis que la République. Arrêtez de couper Henri de Lesquen quand même. Je vous dis que la République n'est plus la République depuis la loi du 1er juillet 1972, la loi Pleven, qui a interdit la préférence nationale. On va pas être réinvité. La législation antiraciste. Et ensuite, il y a eu 3 ans après la loi du 17 janvier 1975 sur l'avortement. La société, l'État républicain, franc-maçon, laïciste... C'est ce que nous vivons. L'heure luciférienne, c'est ce que nous vivons. Mais ça, vous voulez pas le savoir. Je n'avais dit que le début... Nous sommes pas compliqués. C'est l'ère luciférienne. C'est l'État luciférien. À l'école, il paraît que... L'État luciférien, mais ça, vous voulez pas l'entendre. Hein? L'État maçonnique et luciférien, c'est la même chose. Qui n'est pas tourné vers Dieu. À l'école, on va apprendre maintenant ce que c'est qu'un prédicat, c'est-à-dire ce qui détermine un sujet. Bien, cher docteur Dor, j'avais énoncé mon sujet, mais pas encore le prédicat. Alors laissez-moi annoncer le prédicat pour faire une phrase complète. C'est très difficile de vous couper, très. Laissez-moi finir les phrases. Non, bravo, là, écoutez, je vais pas... Au point où nous en sommes, j'ai toujours eu de l'admiration pour vous. Mais là, je crois que vous avez l'agrégation. Respect. Vous avez réussi à empêcher Henri de Lesquen de parler sur un sujet qui, quand même, qu'il connaît bien aussi bien que vous. Inespéré. La République maçonnique, car elle était maçonnique, elle était dominée par le grand... Il faut dire la vérité, elle était dominée par le Grand Orient de France. Vous avez raison. Merci de me laisser parler. La République maçonnique, qui était dominée par le Grand Orient de France, des Jules Ferry, Jules Simon, je ne sais plus quel autre Jules, qui a duré jusqu'en 1914 et qui a largement continué jusqu'en 1939 ou 1940, eh bien, cette République-là
elle a toujours interdit l'avortement, notamment pour des raisons démographiques. J'espère que Nicolas Stocker va maintenant en parler, enfin. Par conséquent, ça n'est pas le laïcisme qui est responsable de l'avortement, c'est le basculement qui a suivi mai 68 et le triomphe du cosmopolitisme qui est contraire à la République. Et alors l'erreur stratégique, c'est justement de faire un amalgame. En fait, en prétendant qu'est République, ce qui est le contraire de la République, c'est-à-dire l'État cosmopolite, vous servez l'adversaire que vous voulez combattre. Le début, c'est 1760, enfin, vous le savez exactement. Et nous sommes dans un système fermé. Hein, et donc, nous nous emprisonnons nous-mêmes. Il y a une opposition entre la République et le cosmopolitisme, c'est évident quand on connaît un peu la réalité. La République amène au cosmopolitisme. La République est maçonnique. La République l'amène. C'est faux. Et bien la République, c'est faux. Et la conséquence, la République, c'est Léon XIII. C'est faux. C'est à cause de ce genre de fausseté que vous êtes dans l'erreur. Bon, je laisse la parole parce que pour montrer que la République n'est pas la même chose, Nicolas Stocker va nous parler des conséquences démographiques de l'avortement. Alors, catastrophe. Deux petites choses juste sur lesquelles je voulais revenir, mais pas pour relancer le débat par rapport à tout ce qui s'est dit avec une grande passion. Ça, c'est formidable. Et ça, je crois qu'il n'y a que Radio Courtoisie qui peut permettre cela aujourd'hui, sur les ondes en tout cas. Sur la fatwa catholique, je m'interroge quand même à savoir si... le pape François fait tout aujourd'hui pour permettre justement un combat international. Je me demande si les positions qui sont prises depuis quelque temps par l'épiscopat vont dans le sens de ce combat qui est le vôtre autour de cette table. Ça ne s'est jamais aperçu. Je me pose quelques questions sur ce sujet. Sur l'État Satan, je n'ai pas d'expertise particulière là-dessus. La seule chose que je verrais, que je pourrais vous dire, ou tout ce que je ressens, c'est le piège classique, en tout cas, qui est le serpent disait à Ève et à Adam, vous serez comme des dieux. Ouais. Et alors qu'en réalité, ce sont des dieux, ils sont créateurs, l'homme est créateur. Et donc il n'est pas consommateur, il est créateur, il faut lui rappeler à chaque instant qu'il est créateur. Ça c'est sur le versant moral. Alors sur le versant politique et historique, d'ailleurs Philippe de Villiers en parle très bien dans ses derniers livres sur les cloches sonneront-elles encore demain. Il fait un chapitre en particulier sur... le plan secret des élites en Europe, parce que je crois d'ailleurs que la problématique démographique aujourd'hui, elle est et migratoire, elle est à la fois nationale mais aussi européenne. Ce qui est évident, c'est que l'histoire, c'est la démographie. Et les peuples qui ont renoncé à vivre, qui ont renoncé à faire des enfants, eh bien, vont disparaître de l'histoire. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver dans un certain nombre de pays européens. On peut parler de la France, mais on pourrait parler de l'Allemagne. D'ailleurs, je pense que la faute politique d'Angela Merkel depuis quelques années est justement une prise en compte totalement faussée de la question démographique. Ce sont des gens qui ont nos élites ou nos pseudo-élites ou nos élites revendiquées ont renoncé finalement à toute politique démographique qui existait encore à l'époque du général de Gaulle en France par exemple, qui existe donc, un auditeur en a parlé en Russie. Un peu plus fort, pardon. Et il m'apparaît que la seule solution finalement, à la fois aux questions migratoires, aux questions de souveraineté, aux questions de force historique des nations, c'est bel et bien avoir des enfants. Oui, mais je crois que l'ennemi premier, c'est la dépravation. Non, écoutez, nous parlons de démographie. On est attaqué de l'intérieur. Non, écoutez, nous parlons de démographie. C'est pas parce qu'il y a un ennemi premier qu'il n'y a pas un ennemi second. Alors, donc, Nicolas Stocker. Pour lancer ce débat, parce que c'est un débat comme celui qui a précédé, des démographes l'expliquent d'ailleurs très bien. Ils expliquent c'est pas donner de l'argent pour des enfants, il n'y a rien de vénal. C'est une analyse fine psychologiquement qui montre par exemple que on a des enfants, on a plus ou moins d'enfants selon non pas tant la réalité de nos revenus, mais la réalité de nos revenus par rapport à notre entourage. Et donc, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les femmes issues de l'immigration font tant d'enfants. Elles n'en font pas parce qu'elles seraient nécessairement plus arriérées que les autres, mais tout simplement parce que quand elles ont en ligne de vue, en perspective, eh bien leur cercle à l'étranger, elles se rendent compte que finalement leur niveau de vie est supérieur à ce qu'il était auparavant, et donc elles peuvent se permettre d'avoir plus d'enfants.
Eh bien, c'est tout à fait l'inverse avec les populations autochtones. Je refuse, en ce qui me concerne, de parler de population de souche. Bon. Pourquoi Eh bien, parce que tout simplement, c'est vouloir... Il n'y a pas de population de souche, il y a des Français, un point, c'est tout. Ce sont des gens qui ont pouvoir habiter ici. Les vrais Français. Il y a les bons et les mauvais, quand même. mais enfin, il y a des... Oui, alors après, vous pouvez parler de Français de papier, par contre, ça, je suis tout à fait favorable à ce que l'on fasse la distinction entre les deux. Mais... eh bien, ces Français aujourd'hui, ces autochtones, les femmes en particulier, dans l'image qu'elles ont de leur niveau de vie et de ce qu'elles souhaiteraient être leur niveau de vie demain, elles se rendent compte qu'un enfant, un enfant supplémentaire, c'est un coût supplémentaire. Or, on le sait bien en France aujourd'hui, comme dans tous les pays développés, il faut au moins accéder à un 3e enfant pour renouveler les générations. Or, les femmes aujourd'hui font 1 voire 2 enfants quand elles en font. Donc là, il y a une politique d'État, une politique démographique. C'est là que l'État, je dirais, a son rôle. Il n'a pas son rôle, en effet, quant à édicter la vie. Il n'a pas droit de vie et de mort. En tout cas, il n'a pas édicté de loi sur ce sujet. Mais par contre, il a, et c'est sa fonction, et ça devrait être une de ses fonctions premières, ça devrait être de favoriser justement une démographie beaucoup plus positive que celle d'aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais dire. Et pour favoriser une démographie plus positive, Nicolas Stocker, merci de ce que vous avez dit aux auditeurs de Radio Courtoisie. La première chose, c'est d'interdire l'avortement, comme l'a fait la République maçonnique, que n'aime pas... une horreur. Ici. Eh ben, ils ont interdit l'avortement, notamment pour des raisons démographiques. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous avons un couple diabolique. Là, je fais plaisir au docteur Dor. C'est un couple diabolique qui est le couple immigration-avortement. Ah oui, oui, vous avez raison. Là, le couple immigration-avortement, qui est un couple diabolique, aboutit... Oui, vous avez raison. Aboutit... Laissez-moi énoncer le prédicat, docteur Dor. Le couple immigration-avortement aboutit à remplacer des Français de chair par des Français de papier. Et justement, est-ce que ce terme de Français de chair vous convient? Ah oui, beaucoup mieux. Et elle le substituer des Français de papier. Alors maintenant, pour en revenir à la distinction entre la République et le cosmopolitisme, je vais vous citer un auteur parmi d'autres, un auteur qui n'est pas n'importe qui, c'est Paul Doumer, président de la Chambre des députés en 1906, futur président de la République, qui fut d'ailleurs assassiné par un immigré russe, je crois, Gorgulov. Et il disait ceci en 1906, Stéphanie Bignon. Je vous écoute, Henri. N'écoutez pas les sophistes qui professent un cosmopolitisme dissolvant, qui nie la patrie et qui répudie le devoir. Ce sont des ennemis publics. S'ils étaient suivis, ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort, comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome. Eh bien, cette condamnation du cosmopolitisme par un éminent républicain, qui devait être aussi franc-maçon, d'ailleurs, Paul Doumer, est aujourd'hui d'actualité, complètement d'actualité, car les cosmopolites qui gouvernent la France depuis mai 68, eh bien, nous précipitent vers la décadence et la mort. Il faut donc les chasser du pouvoir et chasser le cosmopolitisme. Donc nous subissons une double attaque. L'immigration, c'est vrai, mais la dépravation. C'est-à-dire que nous... C'est un aspect du cosmopolitisme. Exactement. Population blanche autochtone, nous sommes attaqués. Et c'est pour ça que nous sommes de souche, nous sommes attaqués dans nos écoles depuis le plus jeune âge. Nous sommes attaqués par la dépravation. C'est une arme. Mais comprenez, Stéphanie Bignon, je me tiens à le dire dans cette émission de Radio Courtoisie, chère Stéphanie Bignon, l'idéologie dominante, qu'on appelle idéologie dominante, pensée unique, etc., elle a un nom philosophique qui remonte qui s'appelle le cosmopolitisme. Et le cosmopolitisme, ça veut dire citoyen du monde. C'est donc une subversion dans les termes. Le citoyen du monde, le pseudo-citoyen du monde, c'est celui qui rejette les frontières physiques et les frontières morales. Rejeter les frontières physiques, c'est l'immigrationnisme en particulier, et les frontières morales, c'est ce que vous appelez la dépravation. Donc la dépravation et l'immigration, c'est comme systole et diastole, ce sont les deux aspects inséparables du cosmopolitisme, idéologie dominante. Absolument. Tous ces mouvements, toutes ces agressions contre notre identité sont cohérentes, que ce soit le féminisme, la théorie du genre, l'abolition de la peine de mort, l'avortement, l'immigration, la supranationalité, l'européisme, tout cela. Mais tout ça, c'est luciférien. Eh bien, absolument. Vous l'avez dit. C'est luciférien. Vous avez très bien dit le cosmopolitique. C'est luciférien. Ça me semble évident. Mais Lucifer a beaucoup de cordes à son arc, et aujourd'hui, la corde de l'arc de Lucifer qu'il utilise, c'est le cosmopolitisme. Ah oui, mais je suis votre avis. Voilà. Ça n'est pas comme ça, vaguement. Les Illuminati et tout ça. Alors, conclusion, il faut prendre le pouvoir. Exactement. Et je voulais répondre à il faut Nicolas prendre le pouvoir aussi sur le mot fatwa et catholique. Franchement, ça va pas ensemble. Donc, je pense qu'il faut pas
entretenir la confusion, parce que ça, c'est non, mais encore moins, diabolique. Ça n'a jamais été aussi peu le cas, d'ailleurs, au contraire. Voilà, alors justement, donc ça n'a aucun sens. Et bien justement, et nous sommes tous l'Église, en fait. Hein. Et non, Stéphanie Bignon. Nous sommes tous l'Église. Nous en faisons tous partie. Je parlais de l'institution. Et ceux qui montent au Golgotha, c'est une multitude de femmes et le peuple qui se retrouve au pied de la croix. Voilà. Donc non, mais c'est un peu trop facile de se cacher derrière le pape, nos autorités religieuses. Nous avons tous une part de responsabilité en tant que membres de l'Église. Mais voilà. Non, attendez. Non. Alors attendez. Non. La fatwa, c'est un terme, chers auditeurs de Radio Courtoisie, du droit musulman, de la loi musulmane, plutôt de la charia. Voilà. C'est ça va pas ensemble. Car l'islam est une théocratie. Qui confond César et Dieu et qui ne connaît pas le principe énoncé par Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il y a dans l'Église catholique, et je regarde tout droit en face de moi le docteur Dor, des gens qui ont des tendances nettement théocratiques et qui voudraient, en fait, qui rêvent d'un État totalement évidemment utopique où ce serait l'Église, les clers qui dirigeraient la politique. Bon, cet État n'est pas conforme à... Saint-Augustin, tout ça. Oui, mais tout simplement, pas de cité sans Dieu. Ce qu'on appelle la cité de Dieu. Absolument. C'est ce qu'on appelle l'augustinisme politique. Eh bien, non, la théocratie, ça n'est pas du tout... C'était l'Ancien Régime. Non, pas du tout, c'était égalisé. Le droit divin. La politique de droit divin. Ils sont devenus, bien sûr. Il n'y a qu'une seule politique, c'est celle du droit divin. Pour recevoir leur couronne. Ils s'agenouillaient. La République ne s'agenouille jamais. C'est le reproche que je lui fais. Saint-Louis était un saint. Oui. Et il suivait le droit divin. Oui. Saint-Louis était un saint. Oui. XIIIe siècle. Il suivait les prescriptions de l'Église et du pape avec scrupule. Mais pas en politique, et il a refusé d'obéir au pape lorsque le pape est intervenu dans le mais ça, c'est la saine laïcité. Alors, il y a la saine laïcité. C'est la saine laïcité. C'est la saine laïcité. On n'a jamais prôné la théocratie. Vous faites une confusion, là. Vous n'en êtes pas loin. Non, c'est vous qui faites une confusion. Oui, vous confondez, là. Si, vous mélangez laïcisme et laïcité. Moi, je ne mélange pas. Je voudrais essayer de vous mettre d'accord. Docteur Perel, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Parce que, malgré tout, le problème démographique est important, c'est sûr. Mais il est la conséquence de la perversion de la société des esprits par le cosmopolitisme. Exactement. Que faire Alors, la première chose à faire, c'est quand même de prier, parce que si on ne s'appuie pas sur le bon Dieu, etc., voilà, c'est le but de SOS Tout Petit, et nous ne le lâcherons pas. Aux yeux. La deuxième chose, c'est de prendre le pouvoir. Prier, c'est très bien, mais les croisés, prier... Avant la bataille, et après, et s'ils avaient fait que prier, ils n'auraient jamais pris Jérusalem. Donc la prière c'est bien, mais ça ne suffit pas. Tout à fait. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri Delesquin, qui reçoit Stéphanie Bignon, ingénieure président de Terre et Famille, Monsieur Xavier Dor, médecin embryologiste, président de SOS Tout Petit, Monsieur Luc Perel, médecin vice-président de SOS Tout Petit, et Nicolas Stocker, diplômé de l'IOP, fondateur du Rassemblement pour la France, défenseur du patrimoine, sur le thème « Quelle stratégie contre l'avortement ?» Une auditrice de Radio Courtoisie, le docteur Dor, a raison dans ses affirmations. Un auditeur, nous sommes des créatures de Dieu et non pas des enfants de la nature. C'est la fille de Madame Dor qui écrit ça. Hein. Non. La pauvre, elle n'est plus là. Oui, mais... Un auditeur de Radio Courtoisie, je n'ai jamais entendu une aussi belle citation à ne pas payer ses impôts que celle prononcée par Madame Bignon. Les impôts financent l'avortement. Stéphanie Bignon, présidente. Oui, bravo. Bravo, madame. Régente de France, je veux bien. Une auditrice, la franc-maçonnerie a attendu que les consciences soient prêtes pour instaurer l'avortement. Mais non. Et un dernier message, un auditeur, vous n'avez pas traité le cas où l'enfant à naître sera très gravement handicapé. Ah bah oui, on peut en parler. Alors nous l'avons traité au passage quand j'ai dit que l'avortement autorisait l'eugénisme. Effectivement, on n'a pas le droit de mettre à mort un enfant handicapé. Enfin, or la société, enfin c'est le comble. Ça. La société actuelle et tous les médecins actuellement sont eugénistes. Docteur Perel. La mentalité eugéniste, c'est la mentalité de... Donc ça aussi, c'est une... Oui, mais alors on vous dit l'avortement est condamnable parce qu'il aboutit à l'eugénisme, excusez-moi, mais il est condamnable en soi, pas parce qu'il aboutit à l'eugénisme. Non, l'eugénisme, c'est la conséquence de l'avortement. Oui. Hein, c'est tout. Mais cela dit, c'est le refus. On revient toujours au problème de refus de l'enfant et la volonté
d'un enfant parfait, Alors, écoutez, de l'enfant normal. Les yeux bleus, on va pouvoir choisir la couleur des cheveux, des yeux, etc. Bon, vous sortez du sujet. Mais si, ça c'est la conséquence de l'avortement, c'est la PMA. Et la PMA, c'est extrêmement grave. L'avortement est mauvais en lui. La procréation médicalement assistée. Oui, elle est très grave. Et la fabrication, c'est la fabrication des enfants, des embryons, par des mannequins. Ouais. Vous racontez. Non, attendez, Science sans conscience. Pour Attendez, terminer non. sur quelque chose de positif, je sais qu'il existe des maisons qui aident les mamans, les futures mères, à garder leurs enfants. C'est très bien. Ah oui. Mais oui. Henri de Lesquen vous dira que c'est dérisoire comme résultat. Par conséquent, c'est même pas la peine d'en parler. Moi je trouve ça très important. Moi, la différence, c'est que je pense qu'il faut tout faire dans l'état actuel des choses. D'abord pour avoir une bonne stratégie pour lutter contre l'avortement, et ensuite pour tout faire pour déjà réduire le nombre des avortements. Si on considère qu'un avortement c'est un assassinat, on peut comprendre. Alors contrairement à ce que dit cette auditrice, bon, moi j'imagine très bien les circonstances atténuantes très évidentes pour beaucoup de femmes qui se font avorter parce qu'elles sont désespérées. Je le sais. Ce n'est pas le cas de toutes, mais c'est le cas de beaucoup. Oui. Et il n'empêche qu'elles prennent. Alors on ne leur a pas dit ce que c'était réellement, mais elles font un acte grave et qu'elles sont malgré tout responsables de cet acte grave qu'elles décident. Oui. Pourquoi ? Parce que la loi actuelle, la loi Aubry, parce que c'est même pas la peine de parler de la loi Veil, la loi Aubry met sur le dos de la femme la responsabilité. C'est elle qui prend la décision. Alors, et donc, d'où les pressions qu'elle subit, qui sont du concubin, de la famille, du juge, du médecin, etc. Alors moi je dis, écoutez, oui, c'est là que nous avons une différence stratégique. Je dis, tant que vous vous obstinerez à dire que la femme qui avorte n'est pas responsable, mais qu'elle est en fait entraînée par la société, etc., et que finalement elle est dans une situation de détresse, vous implicitement, vous nous en doutez même pas, vous justifiez l'avortement, vous plaidez contre votre cause. Non, c'est une erreur stratégique majeure. Pas du tout, pas du tout. Non, ça c'est zéro. C'est une erreur complètement. Eh bien, vous faites ce que vous faites depuis la loi Veil, et vous n'arrivez à rien. Continuez comme ça. Personne n'arrive à rien. Le problème, c'est le problème d'État. C'est un crime d'État. C'est un crime d'État. On a fait du crime un droit fondamental. Ils étaient 151. C'était le 26 novembre 2014. À la Chambre, il y a 577 députés. Ils sont là 151. 143 vont voter le droit fondamental de la femme à l'avortement, un crime fondamental qui devient un droit fondamental. Attention, 143, droite comme gauche, je termine. Il y en a 7 qui s'opposent et un qui s'abstient. Qu'est-ce que c'est que cette république si ce n'est pas une république de criminels, excusez-moi. Je suis d'accord, docteur Dormé, vous c'est épouvantable. Comprenez bien. C'est la transgression maçonnique. Mais absolument. Un seul mot défini. Écoutez-moi, un seul mot, je l'ai entendu. Écoutez, j'ai eu une certaine expérience parce que j'ai été chez eux. Je suis rentré au 16 rue Cadet. Eh bien là, j'ai entendu d'un haut gradé, il a résumé en un seul mot tout ce qui se fait en maçonnerie. Et j'ai beaucoup appris ce jour-là. J'avais 85 ans ce jour-là. On peut m'entendre. Eh bien, cet homme a dit, mais monsieur, c'est la transgression. Et s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de progression. Non. Et s'il n'y a pas de progression, tout est figé. Je n'invente rien. J'ai eu exactement le même discours de droit humain. Mais monsieur, la transgression, c'est l'évolution. Sinon, tout est figé. Alors, il me dit, alors j'ai dit, mais monsieur, c'est un aveu. C'est un aveu. Il me dit non, ce n'est pas un aveu, c'est une déclaration. Donc, aussi bien le droit humain, aussi bien que le Grand Orient, vous pouvez vous arrêter, un seul mot, mais c'est très intéressant à savoir, un seul mot, transgression. C'est pas intéressant de le savoir. Mais nous le savons. Alors là, c'est très intéressant, docteur. Alors là, on est chez les fous, excusez-moi. Nous parlons, le sujet est politique et scientifique contre l'avortement. Et la transgression, c'est également la transgression à l'égard de la féminité. La féminité, c'est la gratuité, et la vie et la société marchande, la vie et la féminité ne peuvent pas cohabiter. On ne peut pas dire que l'avortement soit simplement une question politique. C'est beaucoup plus je vaste. n'ai pas dit que c'est simplement une question politique. Voilà. Non, il y a des solutions politiques, il y a des solutions démographiques, c'est un crime. Il y a les solutions juridiques, mais c'est un tout. Et au fond, le problème, c'est la position de l'ensemble de la société vis-à-vis de la vie. Très bien, mais avec ce genre de discours général, vous n'arriverez strictement à rien. Mais si. Moi, je vous dis, en particulier,
je vois très bien, je vois même des adversaires de l'avortement qui font l'éloge de Simone Veil, il faut quand même le faire. Madame Simone Veil, par sa loi du 17 janvier 1975, a légalisé l'avortement. Hypocritement, cette loi, Simone Veil parle de la situation de détresse, mais comme cette situation de détresse n'est pas du tout contrôlée, ça n'est pas une condition d'autorisation de l'avortement, elle a donc légalisé entièrement l'avortement, et le reste, ce ne sont que des codicilles secondaires par rapport à cette loi. Ça c'est vrai. Donc, pour une fois, c'est vrai. Quand j'entends dire des adversaires de l'avortement, il faut revenir à l'esprit de la loi Simone Veil, je me suis dit, mais à ce degré de bêtise... mais là, vous avez raison. À ce degré de bêtise... Vous n'avez pas toujours tort, vous voyez. C'est gentil, docteur. À ce degré de bêtise, mais comment faire? La coupable, il y a un responsable... C'est Madame Simone Veil, c'est elle. Excusez-moi, elle n'est pas la seule. Hein. Giscard, ce bandit. Responsables. Madame Simone Veil d'abord, Giscard, la première. Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République. Et puis le Premier ministre. Et puis le Premier ministre Chirac. Trois responsables. Trois bandits. Oui, certainement. Mais plus ceux qui ont voté. Quand l'argent est roi, la vie est menacée. Je crois quand même qu'il faut aller au fond des choses. L'argent est roi, la vie est menacée. Il ne faut pas aller au fond des choses. L'argent est roi. C'est pas seulement Simone Veil, c'est chacun de nous. L'argent étant roi, la vie est menacée. Et moi, je voudrais quand même vous dire qu'il faut pas oublier d'annoncer la marche pour la vie de dimanche 22. 13h30 d'Enfer Rochereau. Voilà. Venez en queue, nous prions en queue. À Paris, oui, nous disons des chapelets. À Paris, place d'Enfer Rochereau, dimanche 22 janvier 2017. 13h30. Voilà, 13h30. 13h30, place d'Enfer Rochereau, la marche pour la vie. Mais la marche pour la vie. Petit en queue. Excusez-moi, mais la marche pour la vie réclame-t-elle seulement l'abrogation de la loi Simone Veil? Même pas. Ah si. Ah si. Même bon, pas. alors là, Même pas Non, l'erreur, c'est de parler de Simone Veil. Nous vivons sous l'ère de la loi Aubry, du droit à l'avortement. Voilà. L'erreur stratégique. 2001. L'erreur stratégique. La loi Aubry n'a aucune importance, c'est la loi Simone Veil qui compte, c'est elle qui a autorisé l'avortement. Nicolas Stocker pour conclure. Le premier, mais il y en a eu. Non, juste un mot sur. Moi, je dirais même 1967. Juste un mot, docteur, s'il vous plaît. Juste un mot sur l'ironie quand même de cette histoire. C'est que finalement, ceux qui auront permis de verser le sang depuis une quarantaine d'années ne se rendent pas compte, et ça, je crois qu'à jouer avec le diable, on ne se rend pas compte que tout le monde est perdant, et que demain, ceux qui ont permis cette loi seront euthanasiés demain par leurs enfants. Et que là, ça peut paraître très cynique, mais c'est néanmoins exactement ce qui va arriver. Et ça, il eût été préférable qu'ils en prennent conscience avant. C'est bien dit. C'est une fin dramatique, une perspective dramatique. J'espère que mes enfants ne vont pas m'euthanasier. Ah bah ça, c'est pas sûr. C'est la même chose. C'est une fin luciférienne. Voilà. Alors, moi, je voudrais ajouter... Non, c'est fini, vous n'avez plus rien à ajouter, sauf un mot, alors. Un mot, j'aurais bien aimé parler du Sauterne. Mais je m'en vais, je prends le train. Restez dans la seconde partie. Merci, chers auditeurs. Dans la seconde partie, nous parlerons de la tradition de l'excellence et de l'histoire d'une famille et de son vin. Nous parlons donc de civilisation. Et restez donc à l'écoute de Radio Courtoisie. Je vous donne rendez-vous après la pause technique de quelques minutes.